Je vous salue pèlerine, je vous salue pèlerin. Nous sommes le 8 octobre 2023. Nous sommes rentrés dans la saison de l'automne. Et ici en Charente-Maritime, il fait bon vivre sur le littoral après le départ des touristes et la fin des nuits chaudes. Avant de vous présenter le tarot de ce jour, Eldritch Overload, je voudrais vous dire que je vais vous partager ma traduction du tarot des Tuatha Dé Danann de Aline White Swan dans une prochaine vidéo. Pour Eldritch Overload, j'ai envie de faire 2 ou 3 vidéos. Aujourd'hui, vous présenter l'univers d'Eldritch Overload qui est très particulier avec bien sûr l'ensemble du jeu. Éventuellement vous faire la lecture de quelques arcanes majeures s'il y a le temps. Et dans une deuxième vidéo, si j'ai pas eu le temps, je ferai là la lecture des arcanes majeures. Et puis dans une troisième vidéo, la lecture des arcanes mineures. Alors, Eldritch Overload est présenté comme un tarot néo-féodal, c'est ce qu'on lit quand on va sur le site du vendeur, tarot cyberpunk, conçu et illustré par l'artiste Brenda O. Alors c'est un tarot qui est commercialisé par WordWorks aux US. C'est une société branchée, fantastique, qui fabrique des jeux de tarot, des suppléments sous la forme de jeux d'aventure liés au tarot. Ici, vous verrez que c'est ce supplément proposé en fin de livre, le codex, donc le format livre, pas le guidebook. Il propose également des jeux de rôle, des jeux vidéo, des impressions d'art, des autocollants, etc. Alors, ce jeu de tarot fait suite au tarot Adventurers Tarot Empress. Donc je vous montre une carte, donc dans une veine futuriste assez acide. Donc le jeu en lui-même coûte 50 €. Le codex, donc très très bel objet, coûte 39 €. Donc il existe une version numérique du jeu à 25 € qui m'a d'ailleurs été gracieusement offerte et qui permet de traduire beaucoup plus facilement le tarot si par exemple vous avez l'outil Word, si vous n'avez pas de scanner de livre. Donc c'est un tarot qui a fait l'objet d'une campagne Kickstarter en 2022 et qui a permis de recueillir 110 000 $ environ pour plus de 1400 contributeurs, je crois 1450 environ. Il a été livré en mars 2023. J'ai regretté de ne pas avoir soutenu ce projet à cette époque. Et puis en fait, c'est en le revoyant sur la chaîne Yéna sous le Shadow que je trouve vraiment intéressante sur le plan de l'enseignement de la cartomancie et puis j'ai décidé de l'acheter. Je vais maintenant vous présenter, je vais passer derrière la caméra et je vais vous présenter le jeu ainsi que l'univers. Très 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 belle boîte. Alors ici, on est dans les arcanes des potions, me semble-t-il. Ça doit être le 5 peut-être. Ici, nous avons l'as de bâton, l'as de potion, l'as des deniers et ici, l'as d'épée. Donc au niveau du guidebook qui est contenu dans le tarot, voilà, c'est un petit livret avec des feuilles très solides, classique. En ce qui concerne le dos des cartes, on a ici
le chef, le leader de la station Ozo, qui est donc Ozor, un monstre cybernétique avec 14 yeux cyber. Comme vous pouvez le constater, chaque carte est estampillée avec une feuille holographique en aluminium, en relief recto verso, et elle a un laminage anti-rayures. Donc ce sont des cartes qui sont à la fois très souples, qui se travaillent bien et qui sont très solides. Donc papier 350, dimension 7/12, une qualité vraiment extra. Donc 78 cartes que je vais donc vous présenter. Ozor, je vous expliquerai pourquoi il est si important dans cet univers d'Overload. Donc le codex, c'est un très très bel objet. Ici vous avez vraiment, vous voyez, avec des tranches lamées sur le bord, l'arcane qui prend toute une page, et puis vous avez là, de manière très très détaillée, le récit qui vous fait entrer dans l'univers d'Overload en illustrant de cette manière l'arcane, et puis ses significations quand la carte est droite et ses significations quand la carte est renversée. Et puis ici vous avez un questionnement qui vous aide à faire un travail sur vous, d'aucuns diraient un travail de l'ombre. En fin de bouquin, vous avez l'extension, dont je vais vous lire quelques extraits tout à l'heure, qu'ils appellent 5E Codex. Alors c'est une partie du bouquin qui est intéressante aussi parce qu'elle vous permet de comprendre les recoins de la mégalopole cyber, et également elle vous permet de jouer d'une autre manière en jouant l'aventurier d'Eldritch Overload. Voilà. Donc chaque carte du tarot donne un aperçu du monde d'Eldritch Overload à travers des interprétations du Rider Waite Smith. Eldritch Overload, qu'on pourrait traduire littéralement par surcharge surnaturelle, qui évoque l'évolution sombre d'une société qui pourrait être la nôtre, où la magie sous toutes ses formes, le surnaturel, est remplacé par sa consommation droguée au réseau. C'est donc un futur assez sombre, dominé par l'intérêt privé, qui opère main dans la main avec un gouvernement autoritaire et punitif. Il dessine un univers saturé par la technologie cyber, mais où demeure une vitalité, un souvenir d'humanité. L'auteur nous dit, quand tout semble désespéré, il est facile d'abandonner, de se tourner vers l'évasion ou l'apathie, ou de devenir quelqu'un qui soutient, qui perpétue un système brisé. Mais dans l'obscurité, il y a toujours une lueur d'espoir. Le changement est toujours possible tant qu'il y a ceux qui sont encore prêts à se battre pour cela. Et on voit qu'ici, le tarot devient un outil de guérison d'une société malade. Parce que guérir, c'est aussi se rebeller. Et vous verrez que l'air de rien, ce tarot, c'est un tarot subversif. Vous pouvez utiliser ce tarot de manière classique ou vous connecter à cet univers pour en comprendre sa magie cachée. Alors en quelques mots, quelques détails sur le contexte, car il imprègne chaque carte et vous verrez qu'il peut influencer le regard qui est porté sur certains arcanes. Donc on est ici à Néovalcan. Donc Néovalcan, c'est une mégalopole high-tech qui s'étend sur 14 km, où sont pressés, voire compressés, plusieurs millions d'habitants. Ceux-ci vivent entassés dans des immeubles construits sur des collines appelées tranchées. Les habitants sont composés de toutes sortes de créatures. Donc ils vont des zombies aux mutants, donc des êtres qui ont dévoré des déchets,
donc en passant par des elfes. Donc il y a donc les citoyens de Néo-Valcan qui habitent dans certaines conditions que je vous indiquerai après dans la mégalopole, et puis il y a ceux qui vivent en dehors de Néo-Valcan dans les Jungland, que j'ai traduit par les terres de fer, parce que en fait c'est la méga déchetterie de la mégalopole. Donc les créatures y ont appris à vivre avec des déchets, voire à s'y épanouir. Le mot est peut-être un peu trop puissant. On y trouve un cercle de druides, des créatures magiques qui ont survécu à la destruction de leurs habitats naturels. Des friches nomades récupèrent les matériaux utilisables dans la décharge pour développer et construire leur société propre. Mais les rumeurs parlent aussi d'une terre quelque part au-delà des tas de ferraille, où la magie et l'espoir prospèrent encore, loin de la pourriture et de la pollution de l'étalement métropolitain. Donc les lois de la ville sont brutalement appliquées par les gardiens, la garde de la mort. Ce sont des morts vivants, sans sommeil, qui encerclent la ville, mais qui ne s'aventurent ni dans les sous-sols, ni dans les terres de fer. Donc dans cette ville, la cybertechno a créé, tissé une toile en 3D qu'on appelle Spark, qui enserre littéralement la ville. Elle contient une forme de magie reproduisant celle des créatures magiques, aujourd'hui quasiment disparues. Dans cette société néo-féodale, la hiérarchie sociale donne le vertige. Elle s'articule sur quelques dizaines de guildes. Je vous en citerai 2 ou 3, lesquelles, bien sûr, pratiquent entre elles l'espionnage. Ces guildes sont logées dans des tours hyper protégées et dont les leaders vivent dans des conditions de richesse invraisemblables. Au sommet de ces tours, sur plusieurs étages, entourés de jardins privés qui reproduisent la nature éteinte dans le sens d'extinction. On retrouve par exemple la guilde Ozo, avec à sa tête, si je puis dire, Ozor l'observateur. C'est un œil flottant, ou plus exactement un monstre composé de 14 yeux. C'est le gardien, le directeur général, un seigneur des aberrations vieux de plusieurs millénaires, maintenu en vie par un puissant mélange de cybernétique, de magie nécromantique, qui ont soutenu et augmenté son pouvoir. Il apparaît dans un globe partiellement charnu, partiellement osseux, avec un énorme œil en médaillon. De là s'étendent 14 tentacules métalliques. Ozor surveille et dépouille les humains de leurs aspirations. L'œil central d'Ozor peut émettre un cône invisible qui plie la réalité de manière inattendue, sidérant les individus autant physiquement que mentalement. Elle diffuse du contenu 24/24, 7/7, dans des émissions ou par exemple de télé-réalité très prisées par un public avide d'évasion au sens littéral du terme. On retrouvera par exemple dans l'Arcane 10 la célèbre émission de la roue du malheur, présidée par la gynosphinx Zénab, relique des temps anciens et seule habilitée à poser les questions. Donc on va retrouver par exemple la guilde Arcanos qui a trompé la déesse Myranidos, numérisé son essence pour diffuser son aura à la demande pour de la monnaie. Ici, la monnaie, c'est le Sif Gold, qui est l'équivalent d'1 euro. Et puis on a également la guilde Indigo qui est responsable de la création et de la maintenance de l'étincelle, qui aspire et se nourrit des idées de ceux qui s'y connectent via un casque. Et puis on a aussi la guilde Valintor. La guilde Valintor, c'est une entreprise familiale qui dispose d'un trésor
constitué par une montagne souterraine et dont le véritable pouvoir est de contrôler la garde de la mort. Ils peuvent apparaître comme des invités amusants lors des missions sous des sourires desquels se cache en réalité la noirceur et la froideur de la famille Valintor. Et puis je finirai par la guilde de la Crypt Corps, qui est dirigée par Varlock, le patron, qui est également un mécène qui peut offrir de l'argent à ses salariés dans certaines conditions. Dans la guilde de Cryptor, c'est Voros qui sert de hiérophante. Alors Voros, c'est l'intermédiaire qui apaise les dieux en leur permettant de fonctionner comme avant le téléchargement avec leurs adeptes, ceci moyennant bien sûr une dîme, en prenant un pourcentage sur les offrandes et sur les sacrifices. La Crypt Corps propose des emplois, des formations, de manière à échanger votre vitalité contre des promesses magiques, des initiations, et pour vous protéger de l'aura nécrotique, mais ceci en montant dans la hiérarchie. Donc je vous passe les détails sur les différents niveaux d'épuisement. Donc, soit vous travaillez volontairement, entre guillemets, jusqu'à votre mort pour Crypt Corps, ou, plus habituellement, vous la rejoignez après votre mort en signant un contrat de bénévolat qui vous permet de gagner avant votre mort des Sif Gold, moyennant l'utilisation de votre corps après votre décès. Mais sachez que plus on s'élève dans les étages du bâtiment, plus les morts vivants sont charnus. Pourquoi, à votre avis? Alors, sinon, pourquoi on l'appelle la Crypt Corps? Eh bien, parce que des catacombes sont creusées sous les bâtiments aussi profonds qu'ils dominent la ville. Et oui, comme ci-dessus, ci-dessous. La crypte, c'est une tombe surdimensionnée, un labyrinthe composé d'engrenages complexes, de machines, de réservoirs qui servent à réaliser des transactions. Donc, bonne série de leviers à tirer, etc. pour réaliser ces transactions. Alors, pour terminer, vous dire que le logement, bien sûr, dans une mégalopole de ce type, encore plus ici, est un enjeu majeur parce que vivre dehors vous conduit à courir un danger vital, brutal. Il en va de même pour la monnaie qui assure votre survie. Alors, dans le codex qui, au passage, est l'ancêtre du livre, au départ, livre de formules, livre de lois, livre de pharmacopée. Dans ce codex, donc on a la carte en grande page, et puis ici vous avez le récit, et vous voyez que d'une manière très détaillée, vous avez l'arcane debout, l'arcane renversé, et le travail de journaling que vous pouvez réaliser au sujet de cette carte. Donc voilà, moi c'est le travail de traduction que j'ai réalisé et qui est très utile. Excepté cette page parce que je me suis trompée, j'ai présenté le reste de manière à avoir ici la carte, le récit et puis ici le travail, les significations et derrière le travail à réaliser en journaling avec la possibilité de gribouiller dans la mesure où je me suis trompée dans la mise en page. Alors, donc ici le fou. J'adore ces cartes en fait parce que je trouve qu'il y a une vitalité dans ces cartes. Une créativité, une vitalité qui est vraiment chouette. Et elle vous emmène dans cet univers certes macabre à certains endroits, mais en même temps très profond.
le magicien, la grande prêtresse dont je vous avais lu quelques extraits dans ma vidéo précédente sur Baba Yaga. J'avais fait le lien entre les archétypes présents dans le conte de Baba Yaga et puis la grande prêtresse, l'impératrice. Moi je trouve que c'est une des plus jolies cartes. Alors on reconnaît ici l'empereur, donc qui vit dans les parties les plus élevées de la ville, un ancien vampire, plus vieux que Néo-Valcan. On retrouve ici Voros, le hiérophante. On a ici les amoureux. Et dans ce codex, l'interprétation des amoureux n'est pas très positive. Donc ici, on retrouve Nyx Vonakari sur sa Zepstar. Ici, la force. L'ermite. Ici, on a la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune qui correspond à cette fameuse émission, la roue du malheur. Donc, je vais vous lire ce qui est indiqué. C'est une roue de fortune où c'est la gynosphinx qui a le contrôle. Regardez la vie d'être malheureux suspendu dans l'équilibre entre le succès surprenant et l'échec total a toujours été un passe-temps favori de l'humanité. Allumez le tube et il y a pléthore d'émissions de télé-réalité disponibles pour votre plus grand plaisir. L'émission la plus ancienne est la roue de la misfortune, la roue du malheur, animée par Jeanne, Manon et Zénab, la gynosphinx. Les concurrents jouent le plus grand jeu du hasard de leur vie. Vont-ils gagner des richesses obscènes et échapper à leur vie exténuante dans Undercity? Doubler leurs dettes déjà oppressantes? Ou la roue mettra-t-elle définitivement fin à leur existence? Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir. Ce qui circule revient. Donc c'est une carte karmique, la roue de la fortune. Nous n'avons pas toujours à faire des erreurs pour apprendre. D'autres peuvent offrir la sagesse de leurs propres expériences. Donc on a ici la justice et je vais vous lire le récit qu'il y a sous l'arcane de la justice pour vous montrer comment ce jeu peut être un jeu subversif. Bien que certains citoyens ne voient rien de mal avec le système truqué et que beaucoup trouvent la lutte futile, il y a ceux qui croient encore avec ferveur en une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs concitoyens. Et que la seule façon de combattre le système est avec une guerre totale. Émergeant de derrière les bannières en lambeaux et d'un brouillard de gaz lacrymogène, un chef de la rébellion des droits lève son épée vers le ciel brumeux. Assourdie par le grondement d'admiration des gens qui se rassemblent autour d'elle, la foule est si fiévreuse qu'elle ne voit pas son poing serré trembler. Donc ici la carte de la mort. Je vous lis ce qui est indiqué sous la carte. Il y a une option à côté du don d'organes sur le formulaire de demande de carrière dans la police pour faire du bénévolat après le décès. Il s'accompagne d'avantages décents et d'un plus grand sentiment de loyauté et d'accomplissement. En fait, ceux qui se retirent sont appelés par dérision « temps ». À leur mort, leurs cadavres sont macérés, réanimés par le ministère de la Mort, créant un squelette cybernétique profane enfermé dans une armure de céramique. Dépouillé de toute humanité, de tout souvenir, en dehors de l'entraînement au combat, sans les complications de la moralité ou de la peur pour entraîner leurs actions. Les gardiens de la mort sont brutalement efficaces pour faire respecter la loi. Bon, ici on a la tempérance, très jolie carte.
donc qui en réalité est un portrait assez acide de tempérance, puisque dans le récit on trouve un chimiste en train de réaliser une opération qui est également une opération alchimique qui s'était très mal déroulée dans le passé et qui lui avait abîmé les yeux. Donc ici on a le diable qui représente un établissement où vous pouvez faire un séjour prolongé. Vous signez une clause de non-responsabilité de l'établissement et vous entrez dans ce lieu qui est indiqué « Entrée seulement, pas de sortie ». Je vous lis ce qui est indiqué dans le récit de la carte de boue. Le capitalisme nous a conditionnés à croire que tout notre temps, notre corps, même notre esprit a un prix. Dans notre recherche sans fin de consommer, nous nous laissons consommer et faisons ainsi en sorte que le cycle ne se termine jamais. Ou nous nous laissons consumer plutôt. Le système repose sur notre dépendance et nous consentons sans prendre la peine de lire les termes. Le diable tire le rideau et nous oblige à regarder ce que nous avons sacrifié pour obtenir cette prochaine solution. Il est temps d'intervenir. Qu'est-ce qui a enfoncé ses griffes en vous? Et que faudra-t-il pour vous en libérer? Si vous êtes pris dans une boucle de consommation insensée, c'est maintenant votre chance de prendre du recul. Vous êtes un passager dans votre esprit depuis assez longtemps. Débranchez-vous, donnez-vous de l'espace pour exister sans distraction. Vous n'avez pas été fait pour traiter la vie en éclairs de 10 secondes. Voilà, et au niveau du journaling, donc que compromis en vaut-il la peine? Si vous avez mis votre vie en attente, il est maintenant temps de vous demander pourquoi est-ce que je vis. Il y aura toujours plus de travail à faire, mais votre temps est précieux. Dépensez-le pour ce qui compte. Donc ici, on a la carte de la tour avec le fameux œil d'Osor. Au-dessus de la couche de smog, les flèches des tours monolithiques bloquent la lumière d'un soleil artificiel. Les petites gens de la ville regardent avec émerveillement et la plus grande des tours, la station Ozo, regarde en arrière. L'œil du gardien, ce phare de contrôle, se penche comme un oiseau prédateur, tenant sa place dans les cieux avec avidité. À partir de là, tout est exposé, chaque insécurité, chaque vantardise orgueilleuse, chaque moment d'incertitude se joue dans une conflagration sans fin de données. Dans ce temple fait d'acier et de verre, rien n'est trop sacré que de ne pas être vu. Que se passe-t-il alors, lorsque nous récupérons nos pensées intérieures les plus privées? Quand les choses les plus anciennes, les plus grandes se lassent encore de l'observation sans fin? Que se passe-t-il lorsque la tour brûle et que tout le spectacle s'arrête brutalement? Serez-vous juste une autre brique qui tombe ou serez-vous l'allumette qui déclenche l'incendie? Et puis, la carte de l'étoile. La lune. Le soleil, cheval magique, le jugement, le monde. On arrive à l'as de bâton. Pour moi, c'est l'une des plus belles cartes, voire la plus belle des cartes. Et son récit est magnifique. C'est l'histoire d'une plante dont les graines sont résilientes et qui contiennent l'espoir. Le 5 de bâton qui est décrit dans le codex d'une manière très positive, comme le résultat d'une collaboration. Le 6 de bâton. J'aime beaucoup cette carte du 8 de bâton et que les arcanes sont très parlantes.
On sent bien l'énergie du page de bâton. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui vit dans les Jungland, un Jung Lord. De potions, vous voyez qu'on voit toujours l'œil d'Osor, Circle fait une certaine idée du bonheur. Un chevalier du Graal. Et le roi de potions. Ici dans le 6 d'épée, la conduite d'échec, le trickster. Pas mal, le chevalier d'épée. Le roi d'épée qui s'est fait greffer des membres supplémentaires. J'aime beaucoup cette carte aussi. J'aime beaucoup les verts dans ce jeu. Voilà, pèlerin, je vous dis au revoir. Je ferai donc une prochaine vidéo si cela vous intéresse avec la lecture de certaines arcanes mineures. À bientôt!